Bonjour, voici une troisième capsule d'une mini-série de 4 sur Jean-Paul Riopelle et qui me permet à ma façon, de souligner le centième anniversaire de naissance de ce grand de chez nous. Je vous rappelle que le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire présente depuis octobre 2022 une petite exposition consacrée aux peintres, en fait, où vous retrouverez une quinzaine d'œuvres, principalement des lithographies, gravures au fort des années 60-70, dont nous verrons le contexte dans cette capsule. Lors des 2 premières capsules, nous avions parcouru une bonne partie de la vie et de la carrière, évidemment, de Riopelle, de ses débuts plutôt académiques, figuratifs, à ses élans surréalistes et automatistes dans l'entourage de Bordua, son affiliation avec les membres de l'abstraction lyrique parisienne, en contact avec Georges Mathieu, ses ressemblances et surtout ses différences avec les artistes de l'expressionnisme abstrait américain comme Pollock ou de Kooning, et même son amoureuse Joanne Mitchell, dont nous avions abordé rapidement l'œuvre et la vie commune. Nous en arrivions donc à la fin des années 60, en fait les années 60, où les tableaux de Riopelle deviennent beaucoup plus chaotiques. C'est comme si Riopelle demande à la matière de le délivrer de la forme, de sa forme, de son propre modèle, de sa signature finalement artistique qu'il s'est imposée avec ses grandes mosaïques des années 50. Donc, Riopelle se met à diversifier de plus en plus ses moyens d'expression. Les années 60, c'est une multitude de procédés de création à l'huile encore, mais des encres sur papier, de l'aquarelle, de la lithographie, du collage, de la sculpture, des estampes aussi dont il fait beaucoup à cette époque-là et avec lesquelles il va opérer un certain retour à la figuration. Toujours allié quand même à une pratique d'une certaine forme d'abstraction. En fait, il va juxtaposer ces esthétiques-là, donc de façon assez unique. C'est l'appel à la nature qu'on perçoit beaucoup, vous serez d'accord, dans ces estampes qui sont alimentés par ces précieux voyages de chasse et de pêche qui le ramènent dans les fins des années 60 régulièrement au Québec et qui vont faire surgir dans son œuvre tout un bestiaire, finalement, des bouts de gibier, d'animaux domestiques, dans lequel on reconnaît l'animal, mais où il y a bien plus que ce que l'œil voit. C'est pas l'animal pour l'animal dans sa simple représentation anatomique comme telle, c'est l'animal comme un maillon de l'environnement, donc donnant des œuvres qui ne sont pas que littérales et objectives et qui ont des dimensions beaucoup plus symboliques que littérales. Il recrée des univers picturaux, des univers bien personnels qui sont dérivés de son observation de la nature, de tout ce qui l'inspire, de tout ce qu'il ressent dans la nature. Et il n'en garde que l'essentiel, que l'ancrage, que l'absolu pour transcrire ça sur ses œuvres. D'ailleurs, dans l'exposition actuelle au musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, vous pourrez découvrir 7 lithographies et 2 peintures réalisées entre 1967 et 1977, dont plusieurs sur ce thème animalier d'ailleurs. Les années 60, il donne aussi beaucoup dans la sculpture. C'est en 1962 qu'il a exposé sa première sculpture, en tout cas des sculptures pour la première fois. C'était à la 31e biennale de Venise en 62, où pour l'ensemble de ce qu'il présente à ce moment-là, des grandes toiles et aussi des sculptures, il va connaître la consécration en recevant un des 3 prix de l'UNESCO. Ça, c'est la première fois qu'un artiste canadien décroche une récompense de cette envergure-là. Donc, dans les années exploratoires que sont les années 60 dans la carrière de Riopelle, la sculpture, c'est tout simplement une autre voie qu'il va emprunter pour échapper à son propre modèle pictural. Donc, on retrouve encore beaucoup de références au hibou, aux formes animalières, en 64-65, à partir de ce moment-là, on a beaucoup d'ours, de poissons, de hiboux, d'oiseaux. Et on a aussi quelques formes dans ces sculptures qui sont des formes non animalières, mais qui conservent quand même toujours une caractéristique commune, qui font que les sculptures de Riopelle sont reconnaissables. C'est l'aspect très brut, rugueux, voire organique qu'on y reconnaît. Donc, des sculptures qui sont caractérisées par des bords presque dentelés, comportent des éléments d'allure presque précaires, mais qui sont fondus en bronze. Donc, qui nous montrent que même dans la sculpture, Riopelle conserve cette grande liberté qui est toujours là derrière ses œuvres, parce que c'est vraiment une sculpture qui est atypique.
par rapport aux allures qu'ont souvent les sculptures de bronze traditionnelles où le créateur va habituellement privilégier beaucoup plus les rendus lisses, hein, polis pour mettre en valeur, accentuer les propriétés de cette belle matière. Mais Riopelle fait encore les choses en dehors du convenu, hein. Dans ses sculptures, on sent le geste, on sent la main, on sent la matière comme s'il avait façonné le bronze de ses mains, ce qui est tout à fait impossible, c'est qu'il utilise le procédé de la fonte à cire perdue. Donc, évidemment, la cire est manipulée par l'artiste, moule, coulage de bronze là-dedans, donc qui conserve les traces du geste, finalement, à travers tout ça, qui conserve ces effets-là. Donc, on a l'impression que Riopelle, dans sa sculpture, réussit à défier non seulement la tradition de la sculpture comme telle, sculpture sur bronze, mais la nature, la matière elle-même, hein, la nature de la matière elle-même est pratiquement transgressée, hein, évidemment, là, en tout cas, du moins défiée. Dans les années 60 aussi, il va pousser l'audace dans des collages. En fait, Riopelle avait pris l'habitude de conserver les tirages malvenus de ses estampes, comme on a vu qu'il réalisait, et bon, qui était un peu les tirages étaient mal réussis et il les récupérait pour les découper. Et avec ces découpes comme ça, donc d'œuvres d'estampes, il va réaliser donc des collages de très grande dimension, hein, souvent très impressionnants. Parmi les plus belles choses, je trouve qu'il fait dans les années 60. Donc, des œuvres qui sont tout aussi éclatées, avec plein de belles couleurs lumineuses, super intéressantes, ces œuvres, parce qu'elles sont issues de la rencontre sont fortuites de pièces qui sont de différentes œuvres qui sont rapprochées les unes avec les autres, mais qui, au départ, n'ont pas été faites pour être jumelées comme ça ensemble, mais leur association crée une nouvelle œuvre complètement dont les parties sont assemblées sans considération pour les conventions, qui demeurent malgré tout, vous serez sûrement d'accord, des bijoux visuels, hein, au niveau des motifs, des textures qui sont suggérées, des couleurs qui sont agencées, des clés de lecture qu'on y reconnaît. Vous avez ici un de ces grands collages, donc vous voyez que les dimensions sont assez importantes. Les années 60, ça vient aussi avec une certaine reconnaissance canadienne. En 1963, la Galerie nationale du Canada, l'actuel Musée national à Ottawa, va lui organiser une exposition d'envergure qui va circuler un peu partout, qui va venir à Montréal, une autre à Toronto et finalement, à l'été 67, le Musée national des beaux-arts de Québec lui organise l'exposition Peinture et sculpture de Riopelle. C'est la première grande exposition consacrée à Riopelle que lui organise le Québec. Notons aussi dans ces fins de ces années 60, au tournant des années 70, la sculpture aussi, une importante sculpture, la Joute, hein, c'est son plus grand ensemble sculptural qu'il a réalisé d'abord en 69-70, mais qui ne sera coulé en bronze qu'en 1974, dans lequel on retrouve deux grands intérêts de Riopelle l'intérêt pour les peuples des Premières Nations, parce que cette œuvre-là, elle est inspirée d'un jeu qu'on dit d'origine autochtone, le jeu du drapeau. Et deuxièmement, cette notion de jeu qui est aussi incontournable de la démarche de Riopelle. Son intérêt pour les cultures autochtones, je vous le rappelle, déjà présente depuis l'adolescence avec sa rencontre lors d'une conférence dans son enfance avec Gray Halls, un naturaliste anglais qui avait migré au Canada en 1906, qui s'est installé parmi des peuples autochtones au nord de l'Ontario, qui est devenu un grand environnementaliste à la défense dans les parcs nationaux canadiens de la faune et de la flore, qui va écrire des livres qui vont fasciner Riopelle, hein, qui vont alimenter du moins son amour et son respect pour la nature, la faune, l'environnement et bien sûr la culture autochtone. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en 1970, hein, donc de son enfance à ses années quand même de maturité, cette influence-là l'accompagne, hein. Il a réalisé en 1970 ce tableau qui est aujourd'hui au musée à Montréal, où hommage à Gray Hall, donc où on croit peut-être reconnaître, excusez-moi, la cabane, hein, évidemment, de Gray Hall, avec donc devant un étang peut-être et au cœur d'un foisonnement de touches colorées qui peuvent évoquer la forêt canadienne. Homme curieux, Riopelle ne s'en tient pas qu'à
la surface des choses. Il va lire beaucoup de travaux d'anthropologues, d'ethnologues et il va se permettre de s'en inspirer librement, comme il va le faire plus tard dans des séries qu'il va nous donner qui sont d'inspiration de cette fascination qu'il a pour les cultures autochtones, dont dans le jeu de ficelle, par exemple, qui est inspiré d'un jeu très courant chez les Inuits, qui sert souvent à raconter des fables par des figures comme ça qu'on va créer à partir de ficelles. Enfant, on a tous joué à ça. Donc, qui permet, oui, de donner vie, d'animer les mots, finalement, qu'on raconte lors de la fable ou de la légende. Riopelle connaît très bien l'ouvrage Les Jeux de ficelle du missionnaire Guy-Marie Rousselière, qui avait vraiment bien expliqué, catalogué ce genre-là, qui l'a sûrement donc inspiré. Il s'est aussi inspiré de masques esquimaux pour plusieurs œuvres, dont une lithographie qui est exposée actuellement au musée d'un chromatisme très froid, donc qui fait penser à ces œuvres de la série des Rois de Tulé, qui lui sont aussi inspirés de la connaissance qu'il a de l'ouvrage de Jean Mallory, un géologue qui a donné les derniers rois de Tulé parce qu'il s'est inspiré il est venu un moment vivre au Groenland à Tulé avec la petite communauté, évidemment, qui y résiste, une culture qui est originaire du nord de l'Alaska, qui a migré progressivement au cours des siècles, comme ça, dans l'Arctique canadien. OK. Donc, une communauté est encore installée dans l'est du Groenland, donc à Tulé. Il nous a donné donc une série d'œuvres dédiées à ces habitants fascinants de ces rigoureux territoires nordiques, des genres de portraits symboliques comme ça, desquels il fait une interprétation très, très personnelle, prenant encore une fois, ça fait partie de Riopelle, ça, des libertés évidentes. Pour revenir à ma sculpture, la joute, composée au centre d'une tour, hein, la tour de vie qui peut rappeler un Inukshuk, Inuit, entourée d'une trentaine d'éléments de bronze en forme d'animaux ou de figures mythiques qui sont les joueurs, hein, finalement, poissons, ours, chiens, hiboux, voilà, et qui évoquent cette deuxième inspiration pour Riopelle, le jeu, hein, bien sûr, puisqu'il ne faut pas oublier de mentionner que Riopelle est un homme dont tous ceux qu'on côtoyait ont témoigné, qui est un farceur, un raconteur. Et ce jeu est prépondérant dans sa démarche artistique, que ce soit de l'époque de l'automatisme ou de son époque plus surréaliste. Il joue, hein, avec le hasard, il crée ses œuvres de façon un peu aléatoire, intuitive, va réaliser des cadavres exquis. Donc, cette notion de jeu, elle est présente dans sa vie, dans sa démarche. Donc, intéressante que c'est cette œuvre en bronze qui a été coulée en bronze en 1974 et qui est installée au départ au Parc olympique sur les installations olympiques en prévision des Jeux olympiques d'été de 1976. Et voilà, et qui est une œuvre qui appartient au Musée d'art contemporain, qui l'a déménagée du Stade olympique au quartier des affaires au début des années 2000. Aujourd'hui, ça s'appelle à l'époque place du Palais, devant le Palais des Congrès, s'appelle aujourd'hui la place Jean-Paul Riopelle, donc située à l'ouest de la rue Bleury, au-dessus de l'autoroute Ville-Marie. C'est avec cette place qui est renommée Jean-Paul Riopelle après la mort de l'artiste. Depuis sa réinstallation, ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre a pu révéler sa scénographie initiale qui était imaginée par Riopelle. On peut de juin à octobre assister à un fabuleux jeu de brume, de feu, de lumière au sein de la fontaine, ce qui n'avait jamais été fonctionnel, sachez-le, au Stade olympique. Je m'arrête ici pour l'instant, mais dans la dernière capsule de la série, nous aborderons ce qui occupe Riopelle à son retour définitif au Québec, hein, puisqu'après 40 ans en France, il vient se réinstaller en 1990 au Québec. Nous attend un nouveau renouvellement technique et formel avec l'utilisation, entre autres, de la bombe aérosol. On verra comment tout ça arrive dans sa vie. Riopelle n'a pas fini de nous étonner, de laisser sa marque avec particulièrement un de ses chefs-d'œuvre touchant au possible, son fameux hommage à Rosa Luxembourg qui ne vous laissera certainement pas de glace. C'est donc à suivre. Je vous reviens bientôt.